Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir le contenu du contrat dans la matière droit des obligations. Donc je vous resitue comme à chaque fois. Nous sommes ici dans les conditions de formation du contrat, plus précisément les conditions de fond, article 1128 du Code civil, qui sont du coup nécessaires à la validité d'un contrat. Qui sont 1. Le consentement des parties, 2. Leur capacité à contracter et 3. Un contenu licite et certain. J'ai fait un podcast sur le consentement. Là, on va faire aujourd'hui le contenu. Je n'en ferai pas sur la capacité parce que c'est moins étudié et c'est aussi moins compliqué. Donc passons au contenu du contrat qui est donc l'une des 3 conditions de fond de formation du contrat. Alors si le code accorde une grande valeur au consentement, comme on l'a vu avec le podcast sur les vices du consentement, dans les conditions de formation du contrat, le consentement ne suffit pas. Cette volonté doit être assise sur un contenu licite et certain. C'est ce que nous allons voir, le contenu du contrat. Pour bien comprendre ici, je pense qu'il est essentiel de d'abord vous expliquer brièvement le droit anté-réforme, donc avant la réforme de 2016, et le droit issu de la réforme de 2016. Donc comme d'habitude, je vais droit au but. C'est un support au cours car je fais ici des cours version cas pratique, des cours version fiche. Donc c'est bien d'avoir un cours un peu plus théorique à côté. Donc c'est parti. Donc le contenu du contrat avant la réforme de 2016 était connu sous les termes de objet et cause. Donc, avant la réforme du droit des contrats de 2016, il fallait un objet certain et une cause licite, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. Du coup, à l'époque, les conditions de fond pour qu'un contrat soit valable, c'était le consentement, la capacité et un objet certain et une cause licite. Alors là, ce que je vous dis comme ça peut paraître, mais de quoi elle parle? Ne vous inquiétez pas, prenez un thé, prenez un café, prenez une feuille et un stylo. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle l'objet et la cause de façon simple et pédagogique. Commençons par l'objet. L'objet, c'est la réponse à quoi est tenu le débiteur. Qu'est-ce qui est dû? Je vous donne un exemple. Par exemple, je veux vendre une voiture à Monsieur X. Ici, l'objet, c'est la livraison de la voiture à Monsieur X. A l'inverse, l'objet pour Monsieur X, ce sera le paiement du prix à moi-même. Donc c'est vraiment la réponse à quoi est tenu le débiteur, ou plutôt qu'est-ce qui est dû. Et cet objet doit être certain. Je vous donne un autre exemple. Je vais reprendre là aussi Harry Potter. Alors Harry Potter veut acheter une nouvelle baguette magique. Dans ce cas, l'objet du coup de l'obligation de Harry Potter, ce sera le paiement de la baguette magique à Ollivander. A l'inverse, l'objet de l'obligation de Ollivander sera de donner, de livrer la baguette magique à Harry Potter. Et donc cet objet, vous voyez, de l'obligation est différent selon que ce soit l'objet de l'acheteur ou l'objet du vendeur. Dans tous les cas, il doit être certain. En tout cas, c'était ce qui était demandé dans l'ancien droit. Et il faut bien comprendre le droit avant réforme pour comprendre le nouveau, car c'est cet objet certain qui forme la matière de l'engagement qui est devenu aujourd'hui, sous le nouveau droit, la prestation, ce qu'on appelle la prestation. On verra après quand on parlera du nouveau droit. Donc il fallait, comme je vous le disais, un objet certain qui forme la matière de l'engagement. Je pense que vous l'avez compris avec mon exemple, avec mes exemples. Et il fallait une cause licite dans l'obligation. Alors là aussi, je vais vous expliquer brièvement la notion de cause. La cause répond à la question « Pourquoi est-il dû? Dans quel but est conclu le contrat ?» Du coup, en fait, la cause, c'est la raison d'être de l'engagement des contractants. Donc, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer ici, mais on a eu une conception dualiste de la cause, donc cause subjective et cause objective.
Et donc là aussi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est l'exemple bateau hein, qu'on sort tout le temps. Un contrat de bail, il n'y a rien d'illicite là-dedans. Par contre, si le but, c'est de louer, par exemple, cet appartement pour en faire une maison close, dans ce cas-là, c'est un but qui est non conforme à l'ordre public. Du coup, ici, la cause subjective, c'est quoi? C'est une cause du coup qui est illicite, parce que le but, c'est de faire une maison close. Parce que je vous rappelle que la cause, c'est la raison d'être de l'engagement des contractants. Pourquoi est-il dû? Dans quel but est conclu le contrat? Donc dans ce cas-là, la cause sera illicite et donc il manquera l'une des conditions de validité du contrat. Donc voilà brièvement pour le droit antéréforme. Il fallait un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. J'espère avoir été claire, c'est vraiment deux notions qui devraient prendre 1 heure, voire 2 heures pour vraiment vous les expliquer convenablement. Ici, le but est d'être pédagogique pour comprendre du coup le droit. Donc je vous explique brièvement, mais en allant droit au but, le nouveau droit pour parler maintenant du nouveau droit. Donc, depuis la réforme de 2016, ces termes-là ont été, en tout cas le terme de cause a été abandonné, le terme d'objet a été abandonné dans le contenu du contrat, mais il existe toujours dans le Code civil, donc il n'est pas vraiment abandonné. Et donc c'est comme si la réforme avait fusionné ces deux notions, cause et objet, pour en faire un nouveau terme, le contenu du contrat. Donc maintenant, les conditions de fond ne sont plus consentement, capacité et objet certain et cause licite, mais sont consentement, capacité et contenu du contrat. Contenu du contrat qui doit être déterminé, donc la prestation du contrat doit être déterminée, il doit être licite, donc licéité du contrat, et il doit présenter un certain équilibre, donc l'équilibre du contrat. Et ça, c'est l'article 1162 du Code civil et suivant. Et c'est ce que nous allons voir dans cet enregistrement. C'est vraiment, donc dans ce nouveau droit, un contenu avec 3 conditions: la détermination de la prestation du contrat, la licéité du contrat, l'équilibre du contrat. Comme pour les vices du consentement, je vais vous expliquer chacun de ces conditions. Commençons par la détermination de la prestation du contrat. Alors là, c'est l'article 1163 et suivant. Donc vous avez compris que c'est du coup l'objet de l'obligation antéréforme. Et donc ici, c'est qu'est-ce qui est dû? C'est l'objet de l'obligation mise à la charge d'une partie au contrat. Et elle doit présenter 3 caractères. Cette prestation, elle doit exister, elle doit être possible et elle doit être déterminée ou à défaut déterminable. Donc, ici, vous devez vérifier, si vous êtes étudiant dans un cas pratique ou avocat dans une situation juridique, vous devez vérifier que la prestation du contrat présente 3 caractères: existence, possibilité et qu'elle est déterminée ou à défaut déterminable. Donc l'existence, c'est qu'elle doit exister. La possibilité, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, selon l'adage, à l'impossible, nul n'est tenu. Et cette prestation doit être déterminée ou à défaut déterminable. Là, on parle de la prestation dans sa nature, dans son étendue et dans sa qualité. Et donc ces 3 caractères sont à l'article 1163 du Code civil: l'existence à l'alinéa 1, la possibilité à l'alinéa 2 et déterminé ou à défaut déterminable à l'alinéa 3. À savoir que pour déterminé ou déterminable, il existe des règles particulières concernant le prix du contrat à propos des contrats cadres et des contrats services. Donc je vous encourage à aller revoir toutes les définitions, contrat cadre, contrat de service, etc. Parce que du coup, dans ces 2 contrats, les contrats cadres et les contrats de service, l'exigence de détermination de la prestation lors de la conclusion du contrat est dérogée. Hormis ces 2 cas, la prestation doit vraiment présenter les 3 caractères: existence, possible et déterminé ou déterminable.
Une fois que vous avez vérifié donc cette première condition, que la prestation du contrat est bien déterminée, vous allez vérifier la licéité du contrat. Je vous rappelle, il faut, pour le contenu, vérifier 1. Que la prestation du contrat est déterminée, 2. La licéité du contrat et 3. L'équilibre du contrat. Donc la licéité du contrat, là c'est l'article 1162 du Code civil et l'article 6 du Code civil. Comme vous l'avez compris avec mon petit récapitulatif du droit avant la réforme, la licéité du contrat, c'était l'ancienne cause. C'est la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs. C'est pourquoi est-il dû. Alors ici, on va contrôler 2 choses. On va contrôler 1. La licéité des stipulations au contrat et 2. La licéité du but du contrat. Oui, ici on reconnaît l'ancienne cause subjective. Donc face au cas pratique, vous dites licéité du contrat, article 1162 du Code civil, article 6 du Code civil. On contrôle 2 choses, la licéité des stipulations du contrat et la licéité du but du contrat. Pour la licéité des stipulations au contrat, là il faut prendre en compte de façon isolée chaque stipulation du contrat, puis dans l'ensemble du contrat. Et vous allez vérifier que ces stipulations sont conformes à l'ordre public, mais aussi conforme aux bonnes mœurs. Ensuite, une fois que cela est fait, vous allez vérifier la licéité du but du contrat. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est l'ancienne cause subjective avec le cas d'école de la maison close. Donc là, vous allez vérifier que le but est conforme à l'ordre public. Et ici, on va vraiment s'attacher au but principal. Donc il faut vraiment identifier le but principal du contrat. Si les stipulations du contrat sont licites, si le but du contrat est licite également, dans ce cas-là, ensuite, dans le cas pratique ou face à la situation juridique, vous allez vérifier l'équilibre du contrat. Parce que je vous rappelle que dans le contenu, on doit vérifier que la prestation du contrat est déterminée, avec les 3 caractères, existence, possibilité, déterminée ou déterminable. Une fois qu'on a démontré ça, on regarde la licéité du contrat, on regarde la licéité des stipulations au contrat et la licéité du but du contrat. Une fois qu'on a vu que tout ça est licite, on regarde l'équilibre du contrat. Et là, c'est l'article 1168 et suivant du Code civil. Alors là, je vous avais dit tout à l'heure que le contenu du contrat doit présenter un certain équilibre. Donc, le terme certain est extrêmement important parce que du coup, le principe reste la liberté contractuelle. L'équilibre du contrat est relatif, il n'est pas systématique. Il n'y a donc pas de mécanisme général. Donc ici, on parle de cas particulier de rééquilibrage. C'est vraiment quand le contrat est vraiment trop déséquilibré, on va avoir dans certains cas un rééquilibrage du contrat. Et donc il y a 4 cas. Donc pareil, là je vous les cite et ensuite je vous les explique. Le premier cas, c'est l'équilibre par la sanction de la lésion, la récision. Le deuxième cas, c'est l'équilibre par la sanction des clauses abusives. Le troisième cas, c'est l'équilibre par la sanction du défaut de contrepartie. Et le quatrième et dernier cas, c'est l'équilibre par l'atteinte à la substance de l'obligation essentielle. Si dans un cas pratique, vous êtes face à l'un de ces 4 cas, il faudra procéder à un rééquilibrage du contrat. Ou alors, à défaut, il y aura nullité du contrat, ou alors une clause pourra être réputée non écrite. Commençons par le premier cas, l'équilibre par la sanction de la lésion. Là, on va rééquilibrer grâce à la récision. Je vais vous expliquer, donc c'est l'article 1168 du Code civil. Tout d'abord, qu'est-ce que la lésion ? La lésion est un déséquilibre significatif ab initio, donc c'est vraiment au départ, des prestations existant au moment de la formation du contrat. Là aussi, le cas d'école qu'on sort à chaque fois, c'est la vente d'immeubles à plus des 7/12 du prix de vente. Dans ce cas-là, il y a lésion et elle sera sanctionnée par la récision, c'est-à-dire la nullité de l'acte lésionnaire. Petite précision, la preuve du déséquilibre doit être apportée par la victime de la lésion, c'est-à-dire le demandeur de l'action. Et si c'est le cas, il y aura ici nullité du contrat.
Voilà pour l'équilibre par la sanction de la lésion grâce à la récision. Ensuite, l'équilibre par la sanction des clauses abusives. Article 1171 du Code civil, mais aussi article L212 et suivant du Code de la consommation. Je m'explique. Avant la réforme de 2016, la sanction des clauses abusives en droit des obligations se faisait par le Code de la consommation en son article L212. Depuis la réforme, on a introduit dans le Code civil à l'article L1171 la possibilité de sanctionner les clauses abusives. Alors là aussi, attention à la qualification. Parce que si vous voulez sanctionner des clauses abusives sur, par exemple, l'article L212 que je viens de vous citer du Code de la consommation, il n'est possible que pour les contrats entre consommateurs et professionnels. Donc regardez tout de suite dans le cas pratique, le contrat entre qui et qui est-il conclu? Si c'est entre consommateurs et professionnels, je vous encourage à aller directement sur l'article L212 et suivant du Code de la consommation, car il sanctionne les clauses abusives dans les contrats justement passés entre consommateurs et professionnels. Tandis que dans le Code civil, l'article L1171 sanctionne les clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Attention, seulement dans les contrats d'adhésion. Et à condition que la clause crée un déséquilibre significatif. Donc qualifiez bien, regardez si c'est des consommateurs, des professionnels, s'il y a un contrat d'adhésion. S'il y a un contrat d'adhésion, allez tout de suite sur l'article L 1171 du Code civil. Si c'est un contrat entre consommateurs et professionnels, allez tout de suite sur le Code de la consommation. Donc bien regarder, bien qualifier pour ne pas se tromper sur la sanction des clauses abusives. La sanction, si vous prouvez qu'il y a un déséquilibre, sera que la clause abusive sera réputée non écrite. Voilà pour le deuxième cas, donc l'équilibre par la sanction des clauses abusives. Troisième cas, l'équilibre par la sanction du défaut de contrepartie. Alors, avec le petit récap que je vous ai fait du droit avant la réforme, du coup, cet équilibre par la sanction du défaut de contrepartie, vous l'aurez compris, avant la réforme, c'était lié à l'absence de cause objective. Par exemple, la vente d'une bague de 1 million à 1 euro, donc à un prix dérisoire. Donc du coup, on disait qu'il y avait absence de cause car pas de contrepartie. Depuis la réforme de 2016, la cause a disparu, comme je vous l'ai dit. Mais par contre, ce déséquilibre existe toujours sur du coup un fondement innommé qui est à l'article 1169 du Code civil. Donc en gros, c'est pareil, c'est la même chose que le droit anté-réforme, seulement le mot cause n'existe plus. Donc s'il y a un défaut de contrepartie, pour reprendre l'exemple de la vente d'une bague de 1 million à 1 euro, si le prix est dérisoire, dans ce cas-là, il y a un défaut de contrepartie et si cela est prouvé, la sanction du défaut de contrepartie, c'est la nullité de la clause contredisant la portée de l'obligation essentielle. Enfin, quatrième et dernier cas, l'équilibre par l'atteinte à la substance de l'obligation essentielle. Alors avant la réforme de 2016, là aussi vous l'aurez compris, c'était sur le fondement de l'absence de cause objective, plus précisément un arrêt Chronopost 1996. On n'a pas le temps de tout détailler ici, mais je vous encourage à aller le voir, hein, un arrêt de la Cour de cassation Chronopost 1996. Depuis la réforme de 2016, en tout cas, il existe toujours, mais sans le mot cause là aussi. Et c'est du coup sur un fondement là aussi innommé qui est à l'article 1170 du Code civil. Donc si il y a une atteinte à la substance de l'obligation essentielle, que vous arrivez à le démontrer via l'article 1170 du Code civil, alors là c'est pareil, nullité de la clause contredisant la portée de l'obligation essentielle, du coup elle sera réputée non écrite. Donc voilà pour les 4 cas dans l'équilibre du contrat, les 4 cas particuliers de rééquilibrage, donc la lésion, les clauses abusives, le défaut de contrepartie et l'atteinte à la substance de l'obligation essentielle. Donc si je récapitule, le contenu doit être licite et certain. Il remplace l'ancien objet et cause. On doit vérifier 3 choses. Petit 1, la détermination de la prestation du contrat.
Petit 2, la licéité du contrat. Petit 3, l'équilibre du contrat. On commence par la détermination de la prestation du contrat. Ici, on regarde si elle a les 3 caractères, existence, possibilité, déterminé ou déterminable. Ensuite, on passe à la licéité du contrat. Ici, on contrôle 2 choses, la licéité des stipulations au contrat et la licéité du but du contrat. Ensuite, on regarde l'équilibre du contrat. Même si le principe c'est la liberté contractuelle, il y a 4 cas particuliers de rééquilibrage qui sont 1. La lésion, 2. Les clauses abusives, 3. La sanction du défaut de contrepartie, 4. L'atteinte à la substance de l'obligation essentielle. Donc on en a fini avec les conditions de fond de formation du contrat à l'article 1128 du Code civil. Donc toujours citer l'article 1128 du Code civil au début du cas pratique qui dit que sont nécessaires à la validité d'un contrat 1. Le consentement des parties, 2. Leur capacité à contracter, 3. Un contenu licite et certain. Donc vous citez tout de suite cet article-là. Vous citez l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 pour l'application de la loi dans le temps. Donc vous vérifiez quand le contrat a été conclu pour voir si c'est l'ancien droit qui s'applique ou le nouveau droit. Donc c'est pour ça que je vous fais à chaque fois un petit récap quand il le faut de l'ancien droit comme je l'ai fait aujourd'hui. Vous vérifiez chaque condition, le consentement, la capacité et le contenu. Je ne ferai pas d'enregistrement sur la capacité car, comme je vous l'ai dit, c'est moins étudié et ça arrive moins souvent. En 2 mots, il y a 2 capacités, la capacité de jouissance et la capacité d'exercice. Et c'est sur la capacité d'exercice qu'on va vous attendre, c'est-à-dire l'aptitude du sujet de droit à mettre en œuvre lui-même les droits dont il est titulaire. C'est-à-dire qu'ici, il faudra vraiment regarder si vous êtes face à un mineur, à un majeur sous tutelle ou à un majeur sous curatelle, etc. etc. Donc vraiment vérifier que votre client a la capacité d'exercice. Sinon, le contrat ne sera pas valable. Par exemple, un mineur ne peut pas passer certains contrats. Donc voilà pour le contenu du contrat. Je vous rappelle que j'ai fait une playlist sur la chaîne YouTube Juriste de demain expressément pour le droit des obligations. Donc allez directement dans la playlist pour voir les podcasts en droit des obligations. Ça vous évitera de vous perdre dans tous les enregistrements ou toutes les vidéos qui parfois ne concernent pas le droit des obligations. Bon courage et bon travail.